Bonjour à tous, c'est Clémence Beretta, spécialiste de la marche athlétique et aujourd'hui on se retrouve pour le podcast Athlètes mondiaux. Salut à tous et bienvenue dans le 4e épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlètes, dans lequel je donne la parole à des athlètes du monde entier, de différentes générations, pratiquant différentes disciplines et ne parlant pas tous la même langue, parce que c'est ça que j'aime dans l'athlète, sa diversité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clémence Beretta, la recordwoman de France du 20 km marche. Dans cet épisode, Clémence nous parle bien sûr de sa passion pour la marche athlétique, mais aussi de préparation mentale et de gestion de carrière. Nous avons enregistré cet épisode fin novembre 2022 et je suis heureuse de vous le faire découvrir aujourd'hui. Bonne écoute. Salut Clémence, merci d'avoir accepté de participer au podcast. J'ai vraiment à cœur avec le podcast de parler de toutes les disciplines, donc je suis contente de pouvoir parler de marche avec toi aujourd'hui. Ta passion pour la marche, elle a été immédiate? Elle a été, je dirais, naturelle, plus qu'immédiate. Moi j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 8-9 ans à peu près, je dirais. Et puis on m'a fait essayer la marche un peu comme toutes les autres disciplines finalement. Il y a vraiment eu cette volonté, cette philosophie de nous enseigner vraiment une base athlétique, de nous développer finalement, de nous montrer toutes les disciplines qui fait que l'athlétisme est aussi large finalement. Et donc de pas du tout rentrer dans une spécialisation qui est très jeune. Et donc j'ai souvenir d'avoir fait du lancer, d'avoir fait des sauts, du sprint, du demi-fond, mais c'était vraiment une panoplie très large pour avoir justement cette vitesse de base, cette motricité, cette coordination. Et puis on m'a fait du coup essayer la marche athlétique un peu plus tard, vers je dirais 11 ou 12 ans. Et puis là, c'était vraiment facile pour moi. Je trouvais ça vraiment cool. Tu mentalises beaucoup moins quand t'es enfant. C'est quelque chose de très fluide, très. Tes émotions sont très pures finalement. Et donc, j'ai essayé cette discipline et en fait, elle m'a jamais quittée. Mais vraiment quelque part par le fruit du hasard, on va dire ça comme ça. Et t'as tout de suite vu ton potentiel, ou au début c'était juste parce que t'aimais les sensations que ça te procurait, mais tu pensais pas du tout à la performance? Mais en fait, ce qui était, quand on est enfant, forcément, on est vachement stimulé par le fait d'être premier, deuxième ou championnat départemental, ce genre de choses. Et puis, c'est vrai que c'était des médailles assez faciles à avoir. Je pouvais facilement être deuxième, être troisième. Donc, forcément, ça, un enfant, quand il a sa médaille, il est content, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que comme les coachs m'inscrivaient sur ces 2000 mètres, je crois, à l'époque, et puis après les 3000 mètres sur les compétitions départementales ou les meetings, j'avais toujours ces petites médailles. Et je pense que j'ai bien aimé du coup ce côté-là d'être récompensée à la fin. Et donc, je pense pas, je parlerai pas de potentiel parce que je m'en rendais vraiment pas du tout compte à l'époque. Et ça a duré vraiment jusque très tard parce que même jusqu'à ce que je quitte après le club pour partir à Nancy au Pôle France, honnêtement, j'étais vraiment une athlète très très moyenne et je faisais pas du tout de l'athlétisme dans un objectif de performance, bien au contraire. Et du coup, je voyais pas ça comme tel. J'étais contente quand je battais mes records, mais c'était plus vraiment un loisir compétitif, on va dire ça comme ça, mais pas du tout d'ambition de haut niveau, par exemple. Et comment, du coup, tu t'es retrouvée au Krebs de Nancy? C'est toi qui as voulu y aller ou t'as été sollicitée pour intégrer le Krebs? Bah justement, j'ai un parcours qui est complètement désintéressé par rapport aux autres athlètes qui généralement sont sur les pôles France où ils passent des tests de détection. C'est une volonté de l'athlète, c'est un vrai projet même familial parce que souvent l'athlète part de chez lui très loin pour le pôle. Et moi, c'est vraiment du hasard, on va dire ça comme ça, parce que j'étais basée dans les Vosges et ma ville étudiante en fait était sur Nancy en Meurthe-et-Moselle. Et à Nancy, il y avait ce Krebs et ce pôle France marche athlétique, le seul qui existait du coup en France, donc vraiment une circonstance. Mm. Et de là, on me dit, Clémence, vu que toi tu fais de la marche, que tu es dans la région, il y a ce pôle, et autant que tu en profites vu que tu seras en études là-bas. Et on me dit, bon, c'est sûr, t'as pas du tout fait les standards d'entrée, mais on te donne ta chance vu que tu fais partie de la région. Pourquoi pas, t'essayes 1 an et puis on voit, on fait le point à l'issue de cette année. Et en fait, moi, je savais même pas c'était quoi un CREFS, je savais pas c'était quoi un pôle France, je savais rien de tout ça. Pour moi, en fait, je pensais que une fois en études supérieures, j'allais petit à petit, je pense, arrêter l'athlétisme, le sport. Je pensais que j'aurais plus jamais le temps pour ça et peut-être que je continuerais juste les week-ends, mais c'était vraiment, j'avais mis de côté l'athlétisme. Et quand on me propose ça, je me dis, ok, pourquoi pas. Et puis là, en plus, c'est encore une fois un enchaînement. Je me vois refuser en fait de mes vœux universitaires et le seul vœu qui reste, c'est justement une section sportive rattachée à une école. C'était une école, un IUT, qui proposait en fait un cursus pour les sportifs de haut niveau.
Et je m'étais inscrite là, parce que je me dis, oh, bah, comme je fais du sport, pourquoi pas, je m'inscris. Et en fait, je crois que c'est le 27 août, donc tous mes vœux étaient refusés. Le 27 août, on m'appelle en me disant, ah, au fait, bah, tu as accepté pour ce diplôme universitaire qui te permettrait du coup de rentrer dans l'IUT, parce que c'était de base, moi je voulais rentrer dans cette IUT-là. Et du coup, en fait, je me retrouve à être au Krebs et dans une section sportive, alors que je n'ai pas le niveau et que j'ai pas en plus pour vocation à cette époque-là de faire du sport mon métier et que toute ma vie tourne autour du sport. Donc c'est vraiment, bon après c'est le hasard, mais moi je crois pas du tout au hasard. Je pense que c'est surtout une histoire à un moment donné. La vie elle t'envoie des signes, c'est un peu le destin plus que le hasard. Donc voilà pour le cheminement. Et à partir du moment où tu t'es rendu compte qu'au final, tu méritais ta place là-bas et que tu pouvais faire des choses intéressantes? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de, je sais pas, 2-3 mois, je me suis retrouvée, alors que j'avais vraiment le niveau régional, j'étais complètement à la ramasse par rapport aux autres filles. Bah, je me suis retrouvée très vite à leur niveau, en l'espace vraiment de 2-3 mois. Et puis, au bout de 6-7 mois, il y avait une compétition sélective pour la Coupe du Monde de marche. Et en fait, je gagne ce championnat de sélection. Donc, en fait, à l'espace de 8 mois, je passe d'athlète régional à qualifier en équipe de France. Et les quelques mois après, je deviens championne de France junior. Donc tout, en fait, c'est vraiment, je suis passée de tout, enfin de rien à tout, de manière très très vite, avec une ascension vraiment fulgurante. Et là, je me suis dit, mais en fait, waouh, j'avais un potentiel. Enfin, c'est fou ce qui vient de se passer. Je suis devenue meilleure que toutes les juniors de ma catégorie en marche, alors que je viens finalement de démarrer vraiment la marche de manière intensive. Et surtout, au-delà du fait parce que j'aurais pu performer, mais ça aurait pu ne pas me plaire finalement ce système-là, moi s'entraîner tous les jours, que toute ma vie tourne autour de ça, enfin être dans un crêpe, c'est quand même particulier. Et en fait, surtout, je découvre que j'aime ça en fait, que je suis faite pour le sport et que je m'épanouis dans ce milieu-là. Et c'est dès le début que tu as commencé à t'entraîner avec Eddie Riva à Nancy? Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a apporté? Bah déjà, il m'a apporté une structure. Il m'a apporté. J'avais jamais eu de coach de marche. J'avais jamais eu de partenaire vraiment qui faisait vraiment de la marche en compétition, on va dire ça comme ça, de manière assidue. Et il m'a appris en fait ce que c'était l'entraînement, tout simplement, parce que j'avais eu bien sûr une grosse base athlétique en club, mais entre un entraînement de club et un entraînement dans une structure fédérale, c'est quand même différent. C'est tout bête, hein, mais quand je suis arrivée au Krebs, je me souviens, j'étais émerveillée de voir une salle de musculation. J'avais jamais vu, moi, une grosse salle de musculation, un espace récup avec des bains froids. Enfin, c'était tout nouveau pour moi. Donc, je me souviens que j'étais vraiment émerveillée de voir tout ça. Et ouais, il m'a vraiment appris l'entraînement, finalement, avec un grand E, j'ai envie de dire. Et tu as eu une progression assez rapide. Est-ce qu'elle n'a pas été trop rapide? Parce que tu parles assez ouvertement de ta période de burn-out après. Est-ce que tu as peut-être perdu le contrôle ou est-ce que tu t'es peut-être trop entraîné? Je sais pas. Bah, T'arrives à analyser maintenant les raisons de ce burn-out? je pense qu'en fait, c'est vraiment un manque d'accompagnement psychologique de gérer ça. Parce que je pense que c'est au-delà du physique, c'est vraiment mentalement, ma tête, elle a pas dû comprendre ce qui se passait. Vu que c'était, comme je te l'ai dit, quelque chose de complètement désintéressé au début, je l'avais pas mentalisé sur des années de club en me disant ouais, moi je veux vraiment après le lycée m'investir à fond. J'ai jamais eu ce truc-là et du coup tout est venu de manière, bah malgré moi. En tout cas, j'ai pas géré ça et c'était un flow où d'un coup, je suis propulsée à des championnats de France, à une Coupe du Monde. Je me retrouve vraiment à découvrir ce milieu du haut niveau que je connaissais absolument pas. Et tout ça, en fait, c'est mon comportement, ma personnalité, en fait, a pas du tout été accompagnée par rapport à ces changements-là. Et en fait, je m'étais mis, je pense, dans un espèce de rôle en me disant, j'avais cette pression de me dire, on m'a donné ma chance, donc faut pas que j'échoue. Et du coup, tout ce qu'on me disait, je l'appliquais à la lettre et je me suis plus du tout écoutée en fait. C'était vraiment l'entraînement, je le voyais comme quelque chose de militaire, comme un devoir. Je voulais jamais montrer que ça n'allait pas. Et je pensais qu'en plus, l'athlète de haut niveau, l'athlète en tout cas, puisque du coup, j'avais qu'une représentation, pour moi, c'était on est invincible, on est un super-héros et il faut jamais en fait se plaindre, faut jamais montrer qu'on a mal. Et en fait, j'ai vraiment été dans ce système de j'avance, 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 et je me retourne pas, et je m'arrête pas, et je refuse en fait d'accepter que des fois, bah, je peux être pas bien, que ça fait partie de l'entraînement. Et donc tout ça, je pense, m'a mené entre guillemets à ma perte. Et en fait, c'est plein de petits comportements qui finalement étaient une sorte d'autodestruction envers moi-même, qui m'ont mené vraiment à un jour à me réveiller et bah, y avait plus rien quoi. Quand tu as pris conscience de ça, c'est à ce moment-là que tu as voulu commencer la prépa mentale? Ou c'est venu Bah, de toi, la démarche?
Bah, en fait, on m'a aiguillée, ça a été assez long parce qu'au début, on pensait que j'avais un problème qui était vraiment, physique et puis au bout de 2-3 mois, on voit que, bah, tous les résultats ressortent, bons, que j'ai absolument aucun problème, médicaux. Bah, on m'a orientée petit à petit par, justement, la psychologue du CREPS et au début, c'est quelque chose que je voulais pas forcément, j'avais beaucoup de mal à accepter parce que j'avais encore ce stéréotype de me dire que, bah, la psy, c'est forcément, quand on est fou, quand on est malade et accepter sa vulnérabilité quand en plus on était dans le contrôle et dans la non-acceptation de ses sensations, de ses émotions, ça faisait beaucoup pour moi et j'étais dans un déni le plus total. Je voyais bien que quelque chose clochait, mais j'étais pas au point d'accepter qu'en fait le problème pouvait être, finalement mental. Surtout que le burn-out, moi je savais pas c'était quoi, c'était quelque chose de flou, j'en avais à peine entendu parler. La dépression chez le sportif, on n'en parlait pas du tout à cette période-là et du coup, je comprenais pas en fait, pour moi c'était, globalement, j'avais vraiment ce cliché de me dire: «Les athlètes qui vont chez le psy, c'est en gros, les gens qui sont pas du tout équilibrés, qui finiront par arrêter le sport quoi». Enfin, c'était vraiment ça. Et puis à un moment donné, bah, mon coach me dit il me dit: «Non, bah, là, va prendre rendez-vous». C'est en gros, même lui, il était un petit peu désabusé de la situation et donc je me retrouve, chez cette psy et là, c'est assez fou, mais je pense ma tête, mon inconscient devait comprendre qu'enfin j'avais que la guérison arrivait ou je sais pas parce que j'ai tout lâché. J'ai vraiment il y a eu un flot contenu de paroles. J'ai dit des choses qu'honnêtement, je pensais pas, conscientiser, mais j'étais tellement dans une safe place où enfin on me donnait un temps de parole, où on me disait vraiment: «Mais qu'est-ce qui va pas? Dis-moi ce qui va pas» et on arrêtait de penser que c'était purement physique, que l'athlète en fait, dès qu'il va mal, on pense que c'est physique, alors que la plupart du temps, en fait, c'est mental et c'est vraiment cette harmonie, cet équilibre en fait, au niveau du psyché qui est souvent bien plus importante et essentielle que le physique. Et là, on me donnait vraiment là, cette opportunité de me dire, mais oui, je sais, je t'entends, c'est pas physique. Là, parle-moi en fait. C'était vraiment ça. Et moi qui d'habitude en plus à l'époque, j'aimais pas du tout raconter ma vie, me parler de mes problèmes. C'était vraiment, j'avais beaucoup de mal avec ça. Là, je sais pas, ça s'est fait vraiment naturellement. Et c'était vraiment comme si on prenait une partie de ma souffrance en fait, alors que c'est juste une première séance. Mais juste d'avoir quelqu'un en face qui m'écoute, qui me croit, parce que j'avais encore ce problème de me dire on va pas me croire, on va croire que je fabule. Et j'avais beaucoup, beaucoup de mal parce que je me suis dit, bah, vu que tout ressort positif, mes tests médicaux, je me suis dit, mais en fait, on va croire que je suis une princesse et que je me plains et qu'en fait, c'est dans ma tête. Et j'étais complètement perdue, en fait, et confuse par rapport à tout ça. Parce qu'en plus, comme je savais pas que ça existait, le burn-out, la dépression, c'était très très flou pour moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas avec moi? En fait, ça m'aurait vraiment rassurée à ce moment-là d'avoir un problème physique. Et Mhm. vraiment, je priais presque en fait pour que quelqu'un, un médecin, me dise oui, t'as une carence. Et rien ne venait. Et je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et là, en fait, que cette psychologue me dise bah, que c'est juste normal en fait, que c'est normal et qu'elle mette des mots, bah, ça a été vraiment une grande marche en tout cas. Et j'imagine que quand on a un problème physique, les médecins peuvent nous dire voilà le protocole à suivre pour aller mieux. Quand c'est dans la tête, qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta psy, à ce moment-là? Comment elle t'a guidée? Elle t'a parlé des étapes à venir? Je me souviens que la toute première séance qu'elle m'a dit, vraiment, c'était mais en fait, il faut que tu te reposes. C'était vraiment ça, le mot, c'était juste mais il faut que tu te reposes. Elle m'a vraiment fait comprendre qu'en fait, j'avais un sac à dos et en fait, j'ai mis des pierres et des pierres et des pierres dedans et je l'ai jamais déchargé en fait et je prenais sur moi, j'étais vraiment dans ce combat, dans cette lutte contre moi-même et là il faut juste que se poser quoi. C'est vraiment se poser et laisser ce sac à dos. Et elle m'a vraiment parlé de ce repos quoi, qui était salvateur. Et de toute façon dans le burn-out, il y a que ça à faire hein, globalement. C'est juste le corps demande du repos avant tout. Et tu continues la prépa mentale maintenant? Ouais, toujours. C'est quelque chose que j'ai jamais arrêté et ça m'apporte toujours en fait. C'est un travail qui est perpétuel sur soi et c'est même un travail qui est infini parce qu'il y a tout le temps des petites choses à améliorer, à comprendre. Enfin, en fait, justement, se comprendre, je pense que c'est la clé justement de la performance et c'est la clé de tout dans la vie, en tout cas. Et encore plus quand on fait justement ce métier qui est quand même très particulier où notre outil de travail, c'est le corps et on a vraiment besoin d'être finalement dans une relation qui est très saine et lui envoyer beaucoup d'amour et beaucoup d'athlètes ne sont pas dans cette relation-là, parfois de manière inconsciente.
Et c'est souvent le cas, tu sais, il y a souvent des athlètes qui se blessent à répétition, mais sans jamais vraiment comprendre pourquoi. Je suis persuadée qu'il y a vraiment un lien, en fait, avec notre tête. C'est vraiment, faut arrêter de distinguer les deux. C'est, au contraire, c'est vraiment une harmonie. Et tu vois, moi, et je pense que ça a vraiment un lien, mais depuis que je travaille énormément en prépa mentale, en hypnose, tout ce que tu veux, je ne me blesse plus du tout. Parce que j'ai appris, en fait, cette connaissance de moi, où j'arrive maintenant à savoir les différents types de fatigue que j'ai dans mon corps, à entendre, c'est de la perception, mais reconnaître le type de douleur que j'ai, si c'est simplement un début de contracture, si là, attention, il faut que je prenne du repos. Mais ça, c'est vraiment, entre guillemets, un art. C'est vraiment savoir s'écouter vraiment. Et c'est vraiment un mot on le dit un peu à tort et à travers, savoir s'écouter sans jamais vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Mais quand tu comprends vraiment ce que ça signifie, c'est un atout énorme dans une carrière sportive. Ça veut dire que maintenant, tu es capable d'adapter ton entraînement, peut-être de t'entraîner moins quand il faut et tu te juges moins pour ça. C'est exactement ça, ouais. À l'époque, avant, je sais que et c'est fou parce que quand j'y repense, je me dis: «Mais c'est dingue d'être dans des états comme ça». Mais quand je loupais une séance, quand je faisais pas les chronos demandés, j'étais dans des états psychologiques où je me mettais à pleurer, je me sentais nulle, j'étais dans un jugement envers moi-même, vraiment même dans une forme d'humiliation, en me disant que de toute façon j'arriverais pas, je suis bonne à rien. Et c'était vraiment des états, mais de pas du tout sains, équilibrés, quoi. Alors que maintenant, tu vois, il y a aucun problème. Mon entraînement, il est adapté au quotidien, c'est tout le temps l'écoute de soi, c'est l'intelligence, en fait, même de se dire: «OK, qu'est-ce qui est le plus profitable justement dans la performance? Est-ce que je ferais pas l'inverse? Je vais pas inverser telle ou telle séance parce que je sais que c'est meilleur pour moi actuellement». C'est des choses toutes bêtes, mais c'est vraiment, quand on est malade, c'est quand on est malade, ça fait partie de l'entraînement. On doit écouter son corps. OK, là, il y a un rhume, donc il y a un petit signal, le corps est fatigué. Enfin, en fait, c'est plein de choses. C'est vraiment un ensemble qu'il faut coordonner. Donc oui, maintenant, j'ai vraiment mis au centre, mais vraiment à l'hypercentre, cette écoute et cette adaptation, en fait, continue. Et la personne qui te suit pour la prépa mentale, elle te suit aussi en compétition parfois ou c'est seulement en amont, avant? Non, non, elle est vraiment très, très prise et elle a beaucoup d'athlètes à gérer, mais on est tout le temps en visio. Quand vraiment j'ai besoin d'elle avant la compétition ou faire un débrief après, peu importe où je suis en France ou dans le monde, on est quasiment tout le temps en visio, donc on fonctionne beaucoup comme ça. Et puis après, j'ai une autre personne qui, elle, pour le coup, s'occupe vraiment de la partie hypnose et visualisation mentale. C'est encore une autre approche. Et pareil, c'est en visio, encore que elle est venue justement au championnat d'Europe m'encourager et me supporter. Ça a porté ses fruits, on en parlera tout à l'heure. Je voulais qu'on parle technique parce que au championnat d'Europe Espoir en 2019, tu as été disqualifiée. Ouais. Et je t'ai entendu dire que tu avais un gabarit différent de celui des autres filles, et donc une marche différente, et que tu attirais l'attention des juges. C'est vrai, en même temps, et en même temps, il faut aussi que je prenne la part de responsabilité parce que je pense Ok. qu'à l'époque, clairement, ma marche n'était pas non plus parfaite. C'est sûr que quand tu es dans un groupe de filles où elles ont une foulée qui va être beaucoup plus en amplitude et que toi, tu es un petit gabarit et que du coup, ta foulée en fréquence, visuellement, forcément, on va être attiré par la foulée qui fait le plus de mouvements par minute. Et en l'occurrence, c'était moi. Donc bon, il y a ça qui joue. Après, clairement, c'est pas non plus une excuse parce que tu peux avoir une foulée qui est justement en hyper fréquence et pour autant avoir une belle technique. Donc je pense qu'il y avait un peu des deux. Là pour le coup aussi, ce qui s'était passé, ouais, c'était vraiment une période où j'avais hyper mal géré la préparation parce qu'en fait j'étais en hyper, mais vraiment j'avais une forme mais de dingue. Et en fait, j'ai grillé mon jus en fait la semaine d'avant. Et j'allais trop vite tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, le jour J, je me suis dit, mais il y a plus rien dans la machine, quoi. Alors qu'en fait, je pense, j'avais vraiment un pic de forme qui était très haut et qui a été très mal géré après. La dernière semaine, où je voulais en rajouter, je me souviens que je faisais mes endurances en marche à 12 km/h. Enfin, c'est n'importe quoi. Et il y a eu plein d'erreurs. Donc déjà ça a joué, c'était vraiment. Mais les erreurs permettent de plus en refaire après et Mhm. apprendre. C'est un bel apprentissage. Et puis à l'époque aussi, j'étais complètement, je travaillais pas du tout ma technique. Hein. Enfin, c'était quelque chose que bon, c'était pas quelque chose qui était un pilier en tout cas dans l'entraînement avec Eddie. Il n'était pas forcément très focus sur vraiment notre technique. Alors qu'après avec Gérard Lelièvre ou maintenant avec mon père,
c'est complètement différent, vraiment. Donc bon, il y a eu plein de choses, mais oui, ça a été un apprentissage et une leçon. Et c'est pas un peu difficile parfois de se dire qu'on maîtrise pas tout, que on dépend du regard du juge? Bon, je suppose que c'est pas, il y a une part d'objectivité quand même, il y a des critères. Mais est-ce que c'est seulement objectif ou est-ce que parfois dans ta tête tu te dis ah ouais mais non là en fait c'était pas si litigieux que ça. Comment on vit ça? Alors, bon, généralement en compétition internationale, ce qui est très bien, c'est que généralement, si tu te fais sortir, tu te fais sortir. C'est des juges qui sont archi expérimentés, il n'y a aucun souci, honnêtement, il n'y a jamais de problème. C'est toujours légitime. Franchement, honnêtement, bon, il y a aucun problème. Donc ça, c'est cool pour nous athlètes parce que c'est les plus grosses compétitions. Après, honnêtement, je pourrais te raconter deux exemples, mais c'est en fait, ce qui est horrible, c'est que en France, dans les championnats de France, déjà, je ne comprends pas cette règle. Pour moi, un championnat de France, ça devrait être jugé par des juges nationaux. Qui dit championnat de France dit du coup le juge doit avoir le niveau national. Et en fait, je crois que tu dois seulement en avoir un ou deux sur les 6 ou 5 juges. Et le reste, c'est des juges qui sont régionaux ou même départementaux. Et bah, ça m'est arrivé 2 fois. Et là, pour le coup, je t'assure que mon Dieu, c'était 100% pas du tout légitime. Je me suis fait sortir enfin, maintenant avec la nouvelle règle, j'avais eu du coup une pénalité parce que maintenant, au bout du 3e carton, t'as une pénalité. Au bout de la 4e, tu sors. Et j'ai un exemple, par exemple, un championnat de France. Donc là, il y avait 2 juges internationaux, un championnat de France. Et il y avait 4 autres juges ou 3 autres juges départementaux ou régionaux. Les 2 juges internationaux, rien du tout. Donc on met dans le contexte, c'est quand même des juges qui jugent justement des Jeux Olympiques, les meilleurs marcheurs de la planète. Et après, je suis allée les voir. Ah non, très bien et tout. Bah non, de toute façon, t'as pas mis de carton. Aucun problème pour nous. Les 3 juges qui étaient locaux, je sais pas quoi, ils m'ont cartonné. Mais tu te dis, mais c'est pas possible en fait. Ils ne sont juste pas aptes à juger justement des marches qui pour eux, en fait, ils ne les voient jamais durant l'année. Ils ne voient jamais des athlètes marcher aussi vite. Ils ne sont juste pas aptes. Et ça, faut le reconnaître. Parce que pour le coup, ça m'a porté préjudice 2 fois. Et t'as pas de recours? Ah non, tu peux pas. Ah non, il y a aucun recours quand c'est comme ça. Non. Mm. Donc c'est hyper frustrant, mais heureusement, ça arrive pas souvent. Ça arrive que dans certains cas où bah, malheureusement, tu tombes sur... Je vais me faire détester, hein, mais sur Jean-Michel qui a 74 ans et qui, pour la première fois de sa vie, va voir des athlètes marcher vite parce que ouais, il a été mis sur un championnat de France. Et surtout, c'est des juges qui pensent que mettre des cartons, ça fait d'eux des bons juges. Et c'est ça le problème fondamental, c'est que t'as certains juges qui font partie d'une vieille génération, qui ne se remettront jamais en question, bien évidemment. Et pour eux, mettre un carton, c'est une fierté. Voilà, en gros c'est à peu près ça. Donc je peux te dire que ça nous énerve énormément, nous marcheurs, parce que les championnats de France, on marque des points bonus pour le ranking mondial. C'est hyper important pour nous. Et quand tu te prends des cartons, que tu te fais disqualifier par des juges qui ne sont clairement pas aptes à juger ton niveau, et qu'à côté des juges internationaux te disent bah non, c'était très bien, t'es un petit peu dégoûté. Ouais, j'imagine. Quand tu t'es entraîné avec Gérard Lelièvre, vous avez beaucoup mis l'accent sur la technique. Est-ce que tu considères que maintenant, il y a moins de risques que ça t'arrive, ce genre de choses, ou pas du tout? Bah, il y a moins de risques, mais il y a toujours des risques. Déjà parce que je suis bien consciente que certes, ma technique a énormément évolué dans le bon sens, mais je sais aussi qu'elle n'est pas encore parfaite, et je pense qu'elle le sera jamais. Parce qu'après, ça devient du millimètre, et puis il faut bien comprendre que c'est très compliqué maintenant de modifier une technique, surtout dans une discipline comme la marche. C'est vraiment... parce que là, en fait, je vais t'expliquer là à quoi on est confronté. C'est des problèmes, entre guillemets, posturaux, en fait, et mécaniques. Donc là, ça dépend vraiment de comment je suis faite. Et c'est super compliqué parce que ça prend, je pense, des années à modifier un mouvement, un geste qui en fait provient de comment si j'ai un déficit au niveau d'un muscle, en fait c'est vraiment c'est vraiment de la biomécanique en fait, si tu veux. Et c'est là où ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y en a, bah, naturellement, ils vont entre guillemets avoir la bonne gestuelle, mais parce qu'ils sont entre guillemets bien faits, on va dire ça comme ça, et donc le geste en fait ils ont de la chance, est parfait, il n'y a pas forcément de mouvement parasite. Et quand tu as des soucis entre guillemets, bah ça peut être plus compliqué. Et là c'est vraiment sur quoi on est heurté. Par exemple, j'ai un bras qui est pas dans l'axe, qui fait vraiment un mouvement parasite qui croise. Et en fait, j'ai fait un bilan avec un kiné qui est d'ailleurs mon préparateur physique. Et en fait, il m'expliquait, j'ai pas retenu le muscle qu'il m'a dit, mais en gros, j'ai
c'est comme si j'avais pas de muscle en fait. Et c'est vraiment, je vulgarise, je suis désolée pour les scientifiques. En gros, mon épaule est complètement laxe. Et l'épaule, en fait, n'est pas du tout maintenue parce que je manque de ce muscle-là qui permet cette stabilité de l'épaule. Et qui dit stabilité de l'épaule dit le bras peut être dans l'axe. Mais quand ton épaule est complètement justement instable et laxe, mais en fait, quand tu vas faire un mouvement, quand tu vas marcher ou même courir, ton bras, il va un peu se balader. Et c'est de là proviennent en fait ces mouvements. Et on est très nombreux, la plupart des gens en plus ont ces genres de problèmes. Et du coup, bah ça c'est super compliqué parce que ça veut dire qu'il faut me remuscler une partie très précise en dessous de l'épaule en gros, sachant qu'à droite tout va bien. Enfin, puis se remuscler quelque chose, ça prend des mois voire des années. Donc c'est un travail de longue haleine, on va dire. Mhm. Mais techniquement, qu'est-ce que tu as réussi à améliorer à l'époque où tu t'entraînais avec Gérard Lelièvre? Tu as des choses concrètes que tu as réussi à changer? Bah, je pense quand même les bras. Malgré tout, c'est vraiment un travail qu'on a énormément travaillé dessus. Vraiment utiliser les bras, bien tirer derrière, ça c'est un vrai axe de progrès. Je pense que quand même, du coup, qui dit les bras, ça a entraîné le bas. Et donc, j'ai quand même une foulée, une allonge foulée qui est meilleure, même si elle pourrait encore être meilleure. Mais quand je vois des vidéos de 2 saisons, c'est vrai que c'est assez bluffant. Maintenant, je vois vraiment mes défauts. Et ouais, on a vraiment travaillé, je pense, sur les bras. Et en fait, les bras en marche, c'est tellement important que ça va vraiment avoir un impact sur le bas, en fait, sur même l'ouverture des hanches, sur plein de choses. Et c'est à l'époque où tu t'entraînais avec Gérard Lelièvre que tu as commencé à courir aussi? Ou tu courais déjà avant? Non, je courais pas avant. J'ai vraiment commencé avec Gérard et du coup, je continue aussi cette année. C'est quelque chose qui me fait vraiment du bien de pas faire que de la marche. Et puis, je crois fort aussi à l'entraînement croisé finalement. Et ça permet finalement de soulager certains muscles et en même temps, la course à pied, c'est quand même finalement assez proche de la marche. Ça me permet quand même de faire du foncier, ça me permet plein de choses, ça évite la monotonie. Et puis en course à pied, on peut travailler des allures qui sont plus rapides qu'en marche. Donc je pense que bah, même pour le cœur, on peut travailler différemment. Je pense que tout est lié et l'un permet de faire progresser l'autre, on va dire. Mais tu dirais que la plupart des marcheurs courent aussi? Ou t'es une exception? Oh non, non, bah, il y a vraiment 2 écoles, hein. Il y en a beaucoup qui font que marcher, mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup qui courent beaucoup qui courent. Par exemple, là, je suis au Portugal, il y en a une qui s'appelle Ana Cabecina, qui est une très grande marcheuse. Elle court énormément. Je pense à un Allemand qui a fait 2h17 sur marathon et qui, pareil, qui est un des meilleurs mondiaux en marche. Et il court, pareil, énormément. Et je pense que ça aide beaucoup, hein, ça aide vraiment beaucoup. Donc, il y a 2 écoles. Mais moi, je fais plus partie ouais, de celles où on court. Et ça aide encore plus sur certains types de parcours? Bah écoute, en marche, tu veux dire les parcours marche? Ouais. Bah, par exemple, bon, j'espère vraiment que ça va pas se reproduire, mais la dernière Coupe du monde à Oman en 2021, c'était un parcours complètement inédit et improbable parce que en fait, il y avait une côte de quasiment 3%. Alors en marche, honnêtement, sur une foulée marche, c'est extrêmement dur de marcher en fait en côte parce que bah il y a vraiment cette attaque talon, on doit avoir l'ischio tendu, donc c'est très compliqué. Et je me suis dit bah là, honnêtement, pour le coup, on montait grâce à nos quadriceps finalement. Et je me suis dit quelqu'un qui fait que de la marche dans des parcours comme ça complètement atypiques sur des montées, bah je pense que celui qui court, ouais, il est avantagé. Et je pense que moi, ça m'a pas mal aidé de courir. Et c'est marrant parce qu'il y a eu, je pense notamment à un abandon bon, il y a eu pas mal d'abandons sur ces courses-là, mais il y en a un qui a abandonné et c'est quelqu'un qui avait vraiment un physique, pour le coup, il est maigre, clairement, il est maigre et il fait jamais de course à pied. Et apparemment, il s'est plaint que justement, il avait mal au dos, il avait mal aux genoux dans les descentes, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont plus plaints de la descente même que la montée. Et c'est vrai qu'en marche, en plus, ouais, les descentes sont pareil, c'est complètement contre-intuitif pour nous parce que tu es dans une descente à 3% et tu dois maintenir une foulée, tu dois être jambes tendues, enfin c'était n'importe quoi. Et ouais, je pense qu'en vrai ceux qui couraient ça, ils ont dû être avantagés. Et il faisait quelle température là-bas? Bah c'était l'hiver donc mais il faisait quand même un peu ouais 30 degrés, 60% d'humidité. Et ça allait? Ou c'était un autre problème? Honnêtement, on s'est tous plaints à la fin. C'était vraiment la montée et la descente qui a été très, très dure, bien plus que la chaleur et l'humidité finalement. Parce qu'en fait, c'était là, enfin vraiment, la souffrance venait vraiment du parcours et même pas tant des conditions météo. Bon, les conditions météo, clairement, forcément, elles ont joué.
Mais on essayait vraiment de s'hydrater un maximum sur les points d'eau. J'ai envie de dire, ça allait entre guillemets. C'était pas idéal, mais ça allait encore. Et c'était ton premier top 20, c'est ça, mondial? Ouais, c'est ça, c'était mon premier top 20 mondial, donc j'étais super contente et même c'était la première compétition et c'est super drôle parce que c'est clairement le chrono est bien évidemment anecdotique vu les conditions, mais j'étais super fière de moi. Et je crois que c'est la première fois où je franchissais une ligne et j'ai vraiment eu ce sentiment de me dire mais t'as fait un truc de dingue parce que j'avais tellement associé la performance justement à ce parcours-là, j'avais vraiment cette sensation de me dire ouais, j'ai affronté un truc aujourd'hui de dingue. Enfin, vraiment, il est super chaud et le parcours, c'était abusé, c'était la folie. Et il y avait vraiment cette sensation de me dire, ouais, je l'ai fait, quoi. Alors que, tu vois, mais c'était intéressant d'avoir cette sensation-là parce que j'ai toujours été dans cette hyper exigence pendant longtemps. Ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé avec ma psy, mais à chaque fois que je faisais un résultat, même quand je battais mon record, même des records de France, j'arrivais pas à me sentir fière, j'arrivais pas à être contente. Et j'avais toujours ce truc, c'est pas assez, tu t'aurais pu faire mieux, tu peux faire mieux. Et j'avais pas ce sentiment immédiat de fierté. Et là, du coup, à Oman, il y a un truc qui s'est déclenché en moi. Et de me dire, waouh, j'ai fait clairement un chrono pourri parce que les conditions étaient horribles. Mais d'avoir ce sentiment de fierté qui est venu, je me suis dit, ah ouais, là, quand même, le travail psy, il a quand même bien marché aussi. Et c'est peut-être une chose à laquelle tu vas pouvoir faire appel dans d'autres circonstances où ça sera difficile, où tu te diras, Ouais, ah, mais je l'ai déjà fait, ouais, et je suis ouais, capable. totalement. Ouais, ouais, c'est vraiment, c'était un peu un running gag qui est revenu parce qu'après, Héloïse était avec moi du voyage, qui était aussi sur le 20 kilomètres et c'est vrai qu'on se disait, mais maintenant qu'on a fait Oman, donc Oman, c'était là où on est allé, le pays, on peut tout faire. Vraiment, chaque fois, on se disait ça, mais c'est vrai, c'est des compétitions qui sont tellement. T'as toujours des exemples comme ça dans une carrière de course qui sont un peu improbables, qui te marquent à vie. Et du coup, ouais, c'est quelque chose que tu peux te rappeler quoi dans d'autres moments. Là, pour le coup, je pense que Munich, c'était plus simple, niveau parcours et niveau Ah oui. température. Ah oui, 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 c'était même parfait, hein. Ouais, le parcours nickel, super plat. Et puis, honnêtement, les conditions climatiques, moi, je m'étais hyper préparée à la chaleur. Et au final, on a eu un temps incroyable. Enfin, on a même eu de la pluie. C'était un temps, franchement, un temps de marathon, un temps de marche, quoi. Un temps qu'on espère à chaque compète, quoi. Et le chrono le montre, parce que tu as donc battu le record de France qui appartenait à Nora Lexir depuis 2000, tu me corriges si je me trompe. Ouais, c'est ça. Tu le savais au départ de la course que tu avais les jambes ce jour-là, ou tu t'es surprise? Non, non, c'était vraiment l'objectif parce que je partais pour sur les bases d'une heure 30 non, 1h30 00. Et donc non, je savais que du coup, qui dit 1h30 dit record de France. Donc c'était vraiment l'objectif. Et après, en course, j'ai pas souvenir de. J'étais tellement focalisée sur la place, sur mes sensations, sur mon lâcher prise, mon ressenti, que j'ai pas été trop focus sur le chrono. Parce que là aussi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, à me détacher du chrono, surtout quand tu sais que que tu fais une bonne course, justement, ne plus mentaliser. Et du coup, généralement, les points de repère, c'est le passage aux 10 kilomètres, parce que c'est facile à faire, tu fais x2, tu sais à peu près où t'en es. Donc je voyais à peu près le chrono. Et, et puis après, j'ai été un petit peu lâchée, j'étais toute seule et je savais pas vraiment sur quelle base en fait j'étais, quel chrono ça allait faire au bout. Et ça à la toute fin, il devait me rester, je pense, 700 ou 800 mètres. Mon père était sur le côté et puis en compétition, il est toujours extrêmement expressif, toujours vraiment à hurler, etc. Et c'est là qu'il me dit ah, tu vas faire record de France. Et puis il me donne les bases. Et du coup, en fait, c'est super drôle parce que du coup, ça m'a hyper motivée. Et mon dernier kilo que j'ai fait doit être le troisième temps de toutes les filles, en fait, du dernier kilomètre. Et j'étais à la même allure que les filles du podium. Et du coup, c'était. Mais parce qu'il m'avait tellement reboosté et tout, puis que j'avais vraiment fait un énorme sprint. Et ouais, voilà. Mais t'as jamais de montre? Si, si, si. Si, j'ai une montre, mais en fait, je regarde que très peu ma montre. Parce que je suis beaucoup plus à l'écoute du chrono que les coachs me donnent. Donc, je vais demander, je demande à ce qu'on me donne le temps par kilomètre. Mais en fait, quand tu es en compétition, t'oublies en fait je pense qu'il y a une sorte un petit peu de perte de lucidité et c'est assez compliqué de réfléchir et
souvent ce que je demande comme consigne, c'est de me dire si je suis en avance ou en retard, en fait, sur le chrono qu'on s'était donné. Donc, bah là, tu as 2 secondes d'avance par kilomètre, comme ça, je sais si je dois me réguler ou si je suis en retard. Mais moi, j'aime pas, en fait, regarder. Je bip à chaque lap. Dans certaines configurations, je vais regarder. Mais en général, j'attends tout. Je lap juste pour après avoir les données sur Garmin. Mais généralement, c'est vraiment le coach, quoi. Et le fait que vous étiez 3 Françaises à Munich, ça a aidé? Il y avait une ambiance dans l'équipe où vous êtes encouragées les unes les autres? Bah, c'est vrai que c'était une première de l'histoire de la marche. Il n'y a jamais eu 3 Françaises sur la discipline, donc c'est hyper bien pour la marche féminine. Et oui, puis on se connaît forcément toutes très très bien. En plus, Héloïse, c'est ma meilleure amie. Donc c'est toujours mieux quand tu partages ça avec tes amis, avec tes collègues. Et ça crée vraiment un bon groupe. En plus, il y avait aussi 3 garçons, donc ça faisait 6 marcheurs. Donc oui, c'est toujours mieux. Ça, c'est sûr, c'est toujours mieux. Donc là, on parle du 20 kilomètres. Tu considères que maintenant c'est ta distance ou tu mixes encore un peu parfois? Bah, en fait, là, le nouveau projet, donc c'était avec l'annulation, enfin, ils ont retiré le 50 km au jeu, et du coup, ils l'ont remplacé par le 35. C'est pour ça que le 35 était cette année au monde et aux Europes. Et ça a été un peu la question de la saison dernière, même encore de cette année. On me parle beaucoup du 35 km, surtout qu'apparemment, il y aura une épreuve qui sera mixte Oui. pour les Jeux Olympiques à Paris. Et je me suis vraiment posé la question 1000 fois parce que tout le monde me disait ah le 35, il y a une carte à jouer, machin. En plus les minima, c'est vrai que les minima sont très très accessibles, même pour cette année, pour les mondes, c'est beaucoup plus accessible que le 20, j'en suis complètement consciente. Hein. Mais en fait, je me suis dit mais j'ai pas envie de me mettre 35 parce que d'un point de vue stratégique, c'est plus facile. En fait, je me dis mais moi je fais pas de la marche pour même je fais même pas de la marche pour me qualifier finalement à des championnats et je fais de la marche avant tout parce que j'adore ma discipline et en plus je fais une discipline qui est chronophage où on s'entraîne quand même beaucoup et je me dis si je me mets sur une distance qui me fait pas vibrer, qui me donne pas envie et que je la fais juste parce qu'on me dit de le faire, que c'est stratégiquement c'est mieux machin et tout, même pour les Jeux Olympiques il y aura un duo, enfin bah, je me suis dit non, parce que le plus important, c'est moi, en fait. C'est mon ressenti, c'est mon bonheur, c'est ma carrière. Et aujourd'hui, en fait, la réponse, peut-être qu'elle va évoluer, mais pour l'instant, c'est non. En fait, c'est vraiment le vin. C'est le vin qui me fait vibrer, c'est le vin qui me donne envie. Et puis, avec les Europes, je me dis, bah, au moins, j'ai fait cette perf à 2 ans de Paris, c'est une bonne base. Je sais que je peux faire mieux, je sais que j'aurais pu faire mieux à Munich aussi. Donc, je me dis, bah, j'ai pas, enfin, si vraiment j'avais aucune chance entre guillemets sur 20, je me dirais bon allez éventuellement. Mais là honnêtement je me dis non, j'ai envie de continuer comme ça. Donc ouais pour l'instant c'est le 20. C'est facile de trouver des compètes qualificatives? Vous n'avez pas la Diamond League, vous n'avez pas le circuit sur piste? Ouais en fait nous on a l'équivalent entre guillemets d'une Diamond League en marche. On a le World Tour. Et en fait le World Tour c'est justement globalement pareil sauf que nous en fait c'est sur route. C'est que des compétitions de marche. Tu as plusieurs labels. Tu as le label or, le label argent, le label bronze, qui te marquent différents points. Et ces meetings-là, t'en as beaucoup en Europe et t'en as aussi pas mal en Asie, en Amérique latine. Et du coup, en fait, bah, moi, globalement, je fais quasiment tous les meetings du World Tour en Europe. Mhm. Donc, c'est comme ça que nous, les marcheurs, on fonctionne, en fait, pour avoir les points bonus, justement. Ok. Dans ta newsletter, là, tu parlais du coût de tes déplacements, de tes stages, etc. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas conscience de tout ce que ça coûte, bon, l'hébergement, le transport, etc. Donc, je me demandais, tout est de ta poche? T'as pas de sponsor qui va genre, te réserver ton Airbnb ou des choses comme ça? En fait, c'est toujours moi qui paye tout, qui avance tout. Et après, en fait, sur facture, donc je peux être remboursée. Alors, mon club, c'est statué par une convention. Je suis pas dans un très gros club, mais le club, je crois que j'ai droit à un meeting, 300 euros, enfin j'ai 300 euros pour un meeting international, enfin et 300 euros pour un stage. Donc je leur donne un billet d'avion, puis en gros c'est comme si le club me payait un billet d'avion pour un stage, et puis un pour une compétition. Et puis après en fait c'est vraiment avec les partenaires privés. Donc ils donnent en une fois. Par exemple si j'ai un partenaire de 10 000 euros, ils vont me donner 10 000 euros, je sais pas moi, en janvier.
Puis après, c'est à moi de gérer ce budget-là pour payer justement tous les frais. Pour chercher des sponsors, le manque de médiatisation, c'est un problème parce que c'est vrai qu'on te voit peut-être moins dans les médias que des sprinteurs ou des perchistes. Est-ce que c'est un frein? Alors au début, je t'aurais dit oui parce que je me suis vraiment, j'avais ce stéréotype et en même temps, c'est ce qu'on nous véhicule que bah si t'es pas dans un sport médiatisé, en gros, t'as rien, faut faire du sprint, etc. Et donc en fait, je m'étais un peu résiliée en me disant bah voilà, je suis marcheuse et puis tant pis, j'aurai pas de sponsor, etc. Puis en fait, à un moment donné, je suis sortie de ça et je me suis dit mais c'est quoi cette aberration en fait, c'est n'importe quoi. C'est pas parce que t'es pas dans un sport médiatisé que tu peux pas avoir des partenaires et que tu peux pas avoir une histoire à raconter, des valeurs à défendre et que t'as pas une voix. En fait, t'es sportif comme tout le monde. Et puis en fait, en creusant, je me suis rendu compte que le sprinter, si c'est pas une grande star, il est pas mieux payé que toi. Et je me suis dit, mais en fait, on nous fait croire beaucoup de choses, mais faut pas croire. T'as certes le sport un peu business, le sport qui est le sport avec les stars, donc comme tout le monde connaît, les Kevin Mayer, etc. Mais après, honnêtement, t'as un peu un gap où t'as certes encore quelques athlètes qui vont graviter, mais après, on est tous logés à la même enseigne. Et là, je me suis dit, mais je vais pas subir ce constat-là, je vais pas subir sous prétexte que j'ai pas une discipline qui est médiatisée ou que sais-je. Je pense que maintenant les entreprises, elles s'en fichent de la discipline de l'athlète. En fait, elles te veulent toi, elles te veulent toi en tant que personne. Tu n'es pas ta discipline. En fait, tu es une femme. Moi, je suis une femme qui représente les sports d'endurance, qui a des valeurs, qui a des choses à raconter. Et c'est ça en fait que les entreprises vont voir en toi. Ils vont pas juste voir Clémence qui fait de la marche parce qu'effectivement ils s'en fichent, ou que Pierre-Paul Jacques fasse du sprint, pareil ils s'en fichent, ça leur parle pas. En fait ils veulent vraiment des ambassadeurs. Ils veulent qu'il y ait des valeurs communes, un discours commun avec leurs collaborateurs. Et quand j'ai compris ça, parce qu'après c'est clairement du marketing et de la com, je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais en fait pour créer cette histoire là et pour en fait me vendre. Et on dit souvent les bons commerciaux, ils sont censés vendre n'importe quoi. C'est un peu l'histoire du stylo, voilà. Mais en fait, c'est exactement pareil quand t'es sportif. De toute façon, rien que le fait que t'es sportif, t'as une valeur ajoutée. Mais à toi après de savoir comment vraiment te vendre. Et beaucoup d'athlètes ne savent pas se vendre parce que c'est un exercice qui est extrêmement dur, qui est inconfortable. Et je me suis vraiment entourée de pas mal de personnes. On a vraiment structuré ça. Moi, j'ai la chance d'avoir fait des études justement de com, donc c'est un milieu que je maîtrise bien. Donc je me suis fait un gros dossier. Et là, ça fait vraiment plus de 6 mois qu'on a enclenché une machine et que ça y est, en fait, ça porte ses fruits. Et je suis la preuve vivante que tu peux faire de la marche et tu peux devenir professionnel. Et Mhm. ça, dans la tête des gens, c'est impossible parce que vraiment ils associent ah bah non si t'es pas tennisman, si t'es pas footballeur, ah bah non t'as rien. Et c'est faux, c'est archi faux. Tu seras peut-être pas millionnaire, mais tu pourras vivre de ton sport. Mhm. En France, c'est Johan Diniz qui a démocratisé la marche, on va dire. Évidemment, il y avait des marcheurs avant lui, mais c'est lui qui a mis la marche sous les projecteurs. Et je me demandais dans quelle mesure il t'avait inspiré. Est-ce que quand tu as commencé la marche, tu regardais des marcheurs à la télé ou vraiment il y avait personne qui t'inspirait particulièrement? Non, parce que comme je te l'ai dit, moi honnêtement, l'athlé c'était vraiment l'athlé loisir et bien sûr que je regardais à la télé quand il y avait les championnats d'Europe, les championnats du monde, mais c'était pas du tout j'étais pas une fanatique, j'étais juste une fille d'un club qui faisait de l'athlé dans son petit village et puis ça s'arrêtait là. Donc non, après c'est sûr que la marche, j'ai toujours entendu parler de Johan, ça c'est évident parce que au-delà de la marche, il a marqué en fait l'athlétisme français. Il fait partie des rares personnes où n'importe qui dans la rue va te citer en athlé Renaud Lavillenie, Mayer et puis Diniz, quoi. C'est un peu ça. C'est les trois grandes stars qui parlent à Monsieur Tout le Monde. Et tu vois, encore aujourd'hui, quand des gens qui sont pas dans le milieu athlétique et que je leur dis tu fais de la marche, ah oui, comme Johan Diniz. Ça, vraiment, c'est associé, quoi. Il est Oui. vraiment, en France, si tu dis marche athlétique, ah oui, comme machin, comme Johan. Donc oui, je pense que Johan, il a été très inspirant sur le côté, la résilience, vraiment, il y a ce côté dramaturgie qui est associé à Johan. C'est quelqu'un il est hors norme en fait. C'est vraiment une personne qui est complètement atypique. Et je pense qu'il a ce truc que les grands champions ont justement. Il ne rentre dans aucune case. Et c'est ça aussi qui est super inspirant, c'est de se dire on nous cherche tout le temps à nous cloisonner, nous cloisonner, nous cloisonner et appartenir à tel groupe, tu rentres dans telle case. Et en fait, lui, clairement, tout est atypique chez lui.
Donc c'est ça aussi qui est très inspirant. Mhm. J'ai quelques petites questions pour terminer. Est-ce qu'il y a un endroit où tu aimes t'entraîner tout particulièrement? Et ben, j'y suis actuellement. C'est à Montegordo, donc en Algarve au Portugal. C'est un spot qui est hyper connu chez les athlètes. De toute façon, il y a tout le temps, je ne sais pas combien d'équipes nationales, mais c'est vraiment bien parce que il fait tout le temps bon l'hiver. Quand du coup il fait très froid chez nous, surtout quand moi je viens des Vosges, donc c'est pas top. Et ici, il fait toujours 20 degrés l'hiver, donc c'est vraiment super agréable pour ça en fait. Tu fais parfois des stages en altitude? Bah ouais, mais c'est assez récent pour le coup. J'ai fait 2 fois l'Afrique du Sud à Potchefstroom, qui est aussi un spot vraiment connu. Et puis cet été, pour préparer les Europes, j'ai été du côté de Livigno, dans les Alpes italiennes. Et là, c'était mon premier vrai stage d'altitude parce que j'étais à 1008. Et vraiment une découverte incroyable, cet endroit. C'est juste mais magnifique. Alors pour ceux qui connaîtront, c'est parce qu'on beaucoup d'athlètes et de gens connaissent Saint-Moritz. Et en fait, c'est à 20 minutes de Saint-Moritz, mais qui n'est du coup c'est pas côté suisse, là c'est côté italien. Et en gros, les prix sont divisés par 3. C'est tout aussi beau. Et il y a vraiment un plateau avec une piste cyclable qui doit faire plus de 12 kilomètres. Donc c'est juste fabuleux. Quand tu marches, est-ce que tu marches, je parle à l'entraînement, est-ce que tu marches en silence ou est-ce que tu as de la musique ou est-ce que tu as des podcasts ou est-ce que ça dépend des séances peut-être? Alors là, par exemple, typiquement ce matin, j'avais 20 kilomètres toute seule et c'était que de l'endurance et podcast, ouais. Je Ok. mets quasiment tout le temps des podcasts ou alors de la musique. Et évidemment, quand je suis sur piste, bah, bien sûr, j'ai pas de musique, mais en tout cas, sur toutes mes sorties longues et quand je suis seule, parce que quand je suis accompagnée, bien sûr, je prends rien, mais quand je suis seule, j'ai tout le temps mes écouteurs, ouais. Quand tu es dans le dur, dans une compète, quand vraiment ça va pas, est-ce que tu as des phrases que tu te répètes ou à quoi tu penses? Ouais, bah, en fait, ça, c'est tout le travail justement que je fais avec, pour le coup, moi, celle qui fait avec moi l'hypnose et la visualisation. C'est pas mal de mantras. Alors ça peut paraître un peu bête de l'extérieur, comment je vais le dire, parce que ça va juste être des toutes petites phrases comme ça, mais en fait, les mantras, c'est vraiment des points d'ancrage qu'on se répète en visualisation et que justement, on va ancrer. Donc, on va vraiment associer en visualisant à un moment précis dans la course, notamment quand ça devient dur. Et on va se dire, OK, quand c'est dur, et là, en fait, on va associer un symbole ou justement un des mots, des petites phrases qui vont nous permettre justement de retrouver un lâcher prise. Ça va nous permettre de souffler, de se sentir mieux, de se détourner de la douleur. Et en fait, c'est des phrases toutes bêtes, mais c'est je suis force, je suis ancrage, je suis là. Enfin, en fait, j'essaye vraiment de me répéter des petites phrases comme ça et qui ont déjà été travaillées du coup dans mon mental en séance. Et ça, je sais que ça m'aide beaucoup en fait. Et souvent, ce qui se passe aussi c'est un truc que j'ai remarqué quand je suis vraiment dans le dur et quand je suis fatiguée, j'ai besoin de me reconnecter en fait à l'extérieur parce que pendant les 3 quarts de la course, je suis complètement focus sur moi, vraiment, je mets mes lunettes, je suis hyper concentrée. Et quand c'est dur, là, j'ai besoin de me nourrir de l'extérieur parce que je sais que je fonctionne beaucoup aux encouragements. Et là, je vais vraiment chercher un soutien auprès de mes coachs, des gens qui sont là du coup pour ma course. Et là, je suis ultra réceptive et en fait, je remarque que ça va vraiment me ça va vraiment me créer un effet un peu dopant quand vraiment ils vont me dire, bah, typiquement l'exemple que je t'ai dit avec mon père, il me restait 1 kilomètre au championnat d'Europe. S'il m'avait pas encouragé comme il l'a fait, j'aurais pas accéléré de cette manière-là, c'est sûr et certain. Et ça, je l'ai remarqué quasiment dans toutes mes courses, que vraiment quand je suis dans le dur et que du coup la fatigue de... En fait, le truc, c'est ça, c'est vraiment la fatigue monte. Et là, quand t'as des encouragements, en mode ok, je peux le faire, allez. Et du coup, hop là, ça, de nouveau, je reprends un peu le contrôle sur la douleur. J'avais vu sur ton site que tu as écrit un article sur les barrières mentales. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de barrière mentale que tu as réussi à surmonter grâce au travail de prépa mentale? Franchement, il y en a tellement, c'est infini. Mais un exemple, je pense, qui peut parler à beaucoup d'athlètes, et ça, peu importe le niveau, c'est en fait se dire, vu qu'on est on va s'aligner sur une compétition et on est, je sais pas moi, 15e de la start list. Et en fait, on va se dire, bah, vu que je suis 15e, je vais viser la 15e place. Allez, au grand max, je vais être 10e. Et ça, en fait, c'est une erreur, mais fondamentale, d'aborder une course en se disant, bon, bah, je vais viser qu'un top 10. En fait, c'est le cerveau, il sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est juste de l'imaginaire.
Et c'est que ça en fait aussi le travail au niveau de la visualisation, c'est lui faire croire en fait que t'es déjà premier, que t'as déjà été premier, que t'as déjà battu toutes ces filles-là. Et du coup, enlever ces barrières-là, c'est se dire, mais en fait, quand t'es sur la ligne de départ, t'es au même niveau que les autres. Tu sais ce que tu vaux, et là vraiment, tout est possible. C'est vraiment se dire que tout est possible. Et du coup, ne pas avoir de complexe d'infériorité parce que t'es à côté d'une championne olympique et elle a fait championne d'Europe. C'est vraiment arriver à se dire, non, je suis au même niveau. Et bien sûr, d'un point de vue réaliste, entre guillemets, si on parle vraiment mathématique, bien sûr que tu vas peut-être pas être première, etc. Mais c'est hyper important, en tout cas d'un point de vue mental, que tu te dises que tout est possible et que oui, il y a toujours une infime probabilité que oui, tu finisses première. Et ça, c'est vraiment un travail que j'ai fait en travail psy, ouais. Et ma dernière question, cette communauté s'appelle Athlètes mondiaux parce que ce que moi je préfère dans l'athlète, c'est le côté universel. Tu dois voir dans la marche des filles du monde entier. Et donc ma question pour toi, c'est ce que toi tu préfères dans l'athlète. Bah, c'est hyper proche de ça parce qu'en fait, la marche, c'est un peu, je dirais un peu comme la communauté des épreuves combinées. On les voit souvent très très proches, surtout à la fin de leur décathlon et heptathlon. Bah, honnêtement, nous, en marche, c'est vraiment ça, mais je pense encore plus décuplé. Il y a vraiment ce côté hyper familial parce que tout le monde se connaît dans toutes les nations. On se voit très souvent en stage, en compétition. Et ce qui est juste mais magnifique, c'est par exemple quand je suis en stage, souvent du coup il y a d'autres marcheurs. Et là, je pense notamment à Livigno, mais même à Montegordo, peu importe. Moi, quand je pars en stage, je suis souvent seule. Et en fait, à chaque fois, je suis encouragée. Mais tout le monde s'encourage. Mais à chaque fois, je suis encouragée par les coachs, par les autres nations. Et ça, c'est un truc que tu vois pas parce que chez les coureurs, par exemple, les coureurs, honnêtement, ils se croisent tous, ils vont se dire bonjour, mais ça s'arrête là. En marche, t'as vraiment ce truc. Par exemple, à Livigno, c'est trop drôle, mais tu vois, donc j'étais toute seule sur ma séance et je me suis accrochée à un mec italien, un marcheur, qui du coup, lui, qui est en endurance, bah moi, c'était mon allure forcément de séance. Je me suis mis à son cul et il m'a tiré, il me donnait les chronos, ah, super et tout, à 4,20, machin. Et c'était génial. Et le coach là qui commençait à m'encourager aussi, qui voulait me ravitailler, tu vois. Et ça, c'est des exemples, mais j'en ai plein, tu vois, où il y a vraiment ce côté où tu vois un autre marcheur, bah il va être un peu comme de ton équipe en fait. Et donc c'est ça qui est juste, qui est vraiment génial, c'est ce côté où on se supporte à fond. Et alors maintenant ça a été interdit par notre règlement, mais avant compétition, on pouvait en fait c'était toléré de donner les bouteilles de ravitaillement aux autres. Et ça c'est un truc en marche tu voyais tout le temps. Quelqu'un quand il faisait chaud, tu prends ta bouteille de ravitaillement, enfin les points d'eau en tout cas. Et puis, bah, tu vas donner celle qui a pas pu prendre une bouteille, tu vois. Il y a vraiment ce truc, alors qu'en fait, t'es en compétition, clairement, là, c'est limite ta concurrente. Et en fait, il y a vraiment ce truc qu'on s'entraide. Donc, ouais, ça, c'est magique. En tout cas, tu es une super ambassadrice pour ta discipline, ça donne envie de faire de la marche. Et je suis sûre que l'épisode plaira à beaucoup de gens. Donc, merci pour ton temps. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, franchement, juste, le mot de la fin, ça serait écoutez-vous. Vraiment, c'est juste ça, écoutez-vous. Parfait, merci. Merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Encore un très grand merci à Clémence d'avoir accepté mon invitation. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux et vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Tous les liens sont dans les notes. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en lui laissant une note et une évaluation sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un prochain épisode.